Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette semaine de la QVT. Alors, trois exposés durant la semaine. Lundi, je présentais les risques psychosociaux versus qualité de vie au travail. Quelle est la différence entre les deux? Vendredi prochain à 12h30, c'est Raïssa Magroundji qui nous parlera de la reconnaissance au travail. L'inscription est à faire sur le site du cabinet Evimeria dans la rubrique dans les médias et vous avez l'accès direct pour l'inscription. Et aujourd'hui, donc, c'est Nicolas Sclary qui vient nous parler de la dissonance émotionnelle et de sa conséquence dans les situations les plus graves, qui est l'épuisement professionnel, ce qu'on appelle plus couramment le burn-out. Nicolas, c'est à vous pour l'exposer. Avant, peut-être vous présenter en quelques mots? Oui, donc bonjour, je suis Nicolas Sclaric, travailleur social, actuellement chef de service. Et je voudrais remercier tout d'abord Evimeria et Monsieur Beaumoron de m'accueillir au sein de ce webinaire consacré à la question des émotions, le lien avec l'épuisement professionnel au sein d'un métier du care. Je vais vous présenter donc un travail en une quinzaine de minutes environ. On revient un petit peu en arrière, donc voilà, un travail que j'ai effectué en 2018. Je ne serai pas bien sûr exhaustif, je vais vous présenter certaines données pour ouvrir un échange, un débat. N'hésitez pas au bout de ce quart d'heure, si vous voulez que l'on revienne sur des définitions, sur des précisions, sur des incompréhensions, et puis surtout que l'on échange. Voilà, donc ce travail que je vais vous présenter, tout d'abord vous présenter un milieu professionnel particulier, celui de la protection de l'enfance. Le risque psychosocial sera bien sûr les émotions, son incidence, comment l'organisation peut soutenir le professionnel dans son action et dans les risques d'un épuisement professionnel, comment j'ai prouvé et travaillé sur ces questions, les résultats de ma recherche, et puis quelques préconisations pour ouvrir au débat. Alors, on y va. Je vais vous parler donc de ce contexte, la protection de l'enfance, en quelques mots, sans être exhaustif. Plus de 50 000 salariés. Ce sont donc c'est un contexte qui accueille des mineurs qui sont confiés par la justice dans le cadre de mesures de placement. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Cette donnée est importante quand même. Les mesures de placement, à la différence d'autres métiers du care, ici, ça représente 89% de mineurs sur les 55 000 qui sont placés par la justice. Donc, il n'y a pas une demande d'aide ou de consentement. Ce sont des injonctions judiciaires. Ce qui est déjà important, car à la différence d'un autre métier où vous allez avoir besoin et demander de l'aide, là, c'est quand même un peu particulier. Ça va à l'encontre de la volonté, par exemple, des parents ou des mineurs eux-mêmes dans bien des cas, ce qui va avoir une incidence sur les émotions. Alors pourquoi sont-ils confiés? Donc c'est des critères de danger, ils sont exposés à des carences éducatives, problèmes relatifs à la santé, la sécurité, la moralité. C'est l'article 375 du Code civil, c'est un métier du care. C'est pour ça que je trouvais intéressant de le proposer aujourd'hui, parce qu'à mon avis, vous allez entendre à travers ce travail autour des émotions et de leur incidence, d'autres professions qui correspondraient au médical, au médico-social, enfin tous ces métiers où on prend soin, on se soucie de l'autre. Les missions qui vont s'articuler autour de ce travail, ça va être évidemment de l'éducation, de l'accompagnement du mineur. On a parlé déjà de cette séparation. Je voudrais quand même apporter quelques renseignements, enfin indications. Donc, pour définir un petit peu la posture de ces éducateurs, l'éducateur va mobiliser des compétences techniques, des capacités, des connaissances, mais pas seulement. Il va également mobiliser, comme dans tous les métiers du care, des ressources du cœur. Il va s'impliquer entièrement, bien souvent, dans la situation. Donc, ça va résonner chez l'autre. J'aime bien ce terme de résonner parce qu'il y a un effet d'interaction. Dans le quotidien, un éducateur doit faire preuve d'écoute, de prise de recul, de calme et d'adaptabilité. Donc, on parle bien souvent de bonne proximité avec un jeune. Être dans un lien, mais sans que cela interfère sur ses sentiments personnels. S'investir, donner de soi et également respecter les valeurs de l'institution dans laquelle on évolue. Contrôler ses émotions, faire preuve de neutralité, mais en même temps être dans le lien
Donc, on voit déjà un éducateur qui est sur une position un peu de jongleur, d'équilibriste. Hein. Je parle évidemment que du côté émotionnel. Hein. Voilà, alors on est dans un contexte également qui se complexifie de plus en plus. On dit que la protection de l'enfance en France, c'est un peu le parent pauvre de l'action sociale. Les moyens se raréfient, il y a une densité également de travail. Voilà un peu le contexte. Il y a également énormément de moments fantastiques dans ces métiers du care, où on parle souvent de vocation, et c'est à juste titre, je pense. Moi, je vais étudier dans ce travail. Là, en 2018, j'ai étudié des jeunes qui étaient accueillis dans des internats, des foyers qui sont appelés par l'aide sociale à l'enfance des maisons d'enfants à caractère social. Et les professionnels qui vont être l'objet de mon étude seront les professionnels qui vont accompagner ces mineurs. Les diplômes principaux sont éducateurs spécialisés, moniteur éducateur, éducateur jeunes enfants. J'ai considéré dans mon étude également l'équipe éducative qui est constituée également d'une maîtresse de maison et d'un surveillant de nuit. Voilà donc ce que j'appelle les éducateurs, les enfants ou les jeunes, garçons ou filles. Voilà, donc quand je parlerai d'éducateurs, ce sera pour toutes ces professions-là, on va le voir. Ensuite, pour analyser donc la question des émotions au sein de ce métier du care, je définis l'épuisement professionnel. J'ai pris une définition simple de l'HAS de 2013, hein, l'épuisement donc physique, émotionnel et mental, qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Voilà, bon, burn-out ou épuisement professionnel. J'ai ajouté les travaux de Malak de 81, parce que ça définit simplement donc l'épuisement émotionnel, le trop-plein d'exigences pro. Ça peut engendrer un cynisme vis-à-vis du travail, une dépersonnalisation, je reviendrai un petit peu, une diminution de l'accomplissement personnel au travail. Là, on voit des dimensions qui vont vers le burn-out. Hein. Donc voilà, quelques données. Bon, je vais présenter quelques outils et ensuite comment je les ai travaillés. Au sein des risques psychosociaux, on va s'intéresser aujourd'hui à l'exigence émotionnelle. Alors, je cite rapidement les 6 autres. Donc ça, je trouvais ça assez bien de l'INRS. Donc, on voit quand même dans leur définition, tension avec le public, contact avec la souffrance ou la détresse humaine, exigence de devoir cacher ses émotions. Et c'est assez bien vu. Un exemple, voilà, un jeune qui va être confié, donc je rappelle un peu contre son gré bien souvent, c'est souvent des jeunes victimes de traumas, hein, quand même liés à leur enfance, à leurs conditions de vie, ce qui va engendrer également un comportement qui est des fois excessif, voire de la violence, pas que, mais on va être tout de même dans ce jeu des émotions qui va être omniprésent bien souvent avec les éducateurs. Donc, il va y avoir un contact avec le public accueilli qui correspond à quelquefois de la détresse humaine, des grandes joies, hein, et très souvent, heureusement d'ailleurs, mais qui va demander de la part de l'éducateur une posture vis-à-vis de ses émotions. Et c'est le sujet, c'est là-dessus que je voulais m'interroger. Donc, la personne de référence au niveau théorique va être Harley Hochschild, incontournable. Il y en a beaucoup d'autres, je ne parle que d'elle dans cette petite présentation pour essayer de ne pas vous perdre. Donc, elle a défini depuis longtemps ce fameux travail émotionnel. Nos émotions ne sont pas que des influx ou des choses que l'on ressentirait de façon naturelle, mais c'est la posture professionnelle de ces éducateurs. Il y a un véritable travail qui passe par un acte qui demande un effort autour de son expression, un effort autour de son émotion et un acte, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de compétences qui vont jouer. Face à un jeune dans une situation difficile, l'éducateur, il va ressentir des émotions. Face à celle-ci, il va devoir adopter une attitude. Cette attitude, bien sûr bienveillante, va quelquefois faire appel aussi à une posture qui est attendue de par sa profession. Et on va, comme cela, arriver à un acte, un travail. Harley Hochschild parle déjà en 2003 de 2 jeux. Elle parle de jeu comme l'acteur, où l'on feint ses émotions. Donc là, on ferait part d'empathie sans ressentir les choses, puis un jeu en profondeur, qui est quand même omniprésent dans les métiers du care, où on cherche à ressentir, c'est la différence entre compassion et empathie, hein.
On va essayer de se mettre à la place de l'autre sans pour autant être l'éponge de son mal-être, mais pour autant la ressentir pour mieux y répondre par une attitude. Et là, on revient à cette idée de travail émotionnel. Elle complète cela. Alors hop là, on est un peu vite, un petit schéma. Vous voyez, voilà, merci. On a sur la gauche donc l'émotion qui va être ressentie face à un jeune en détresse ou une action violente, ou en tout cas qui va nous toucher. Donc, on va ressentir une émotion, elle va être montrée ou dissimulée. Et on va afficher une émotion qui, elle, va être ressentie ou pas ressentie. Donc, ce jeu d'acteur d'Arlie-Hochschild. Et c'est dans ce passage, dans cet écart, que l'on va parler de dissonance émotionnelle. Entre ce que je vais ressentir face à la détresse, bon, je prends un exemple, la détresse d'un jeune, ou du moins un moment où la situation est difficile, les émotions sont négatives, je vais ressentir, et ce que je vais afficher comme émotion pour garder cette posture. Et là, on va parler de dissonance émotionnelle. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de savoir le lien qu'il pouvait y avoir entre cette dissonance et l'épuisement professionnel. Et cela, il ne suffisait pas d'interroger les professionnels, mais également d'essayer de l'analyser par des faits. C'est l'objet de cette présentation. Alors, après, il me fallait un autre ingrédient, c'est-à-dire ce n'est pas le tout que de voir un peu l'incidence et le lien entre dissonance émotionnelle et épuisement professionnel. Il fallait également que j'interroge l'organisation pour savoir si elle avait son importance dans l'accompagnement du professionnel. Parce que, évidemment, on peut se dire que l'éducateur n'est pas tout seul, il fait partie d'une équipe éducative au sein d'une organisation. Donc, le soutien organisationnel, qu'est-ce que c'est? On le voit, j'ai pris deux définitions de base. C'est la vision de l'employé que l'employé a de son organisation. Et ça, c'est très important. C'est pas le soutien de l'organisation par des faits que l'on pourrait définir, mais c'est véritablement l'implication de l'organisation vers le salarié, c'est-à-dire la vision que l'employé a de son organisation. Qu'est-ce qu'il va ressentir? Est-ce qu'il va se sentir soutenu, encadré? Voilà. Et je voulais interroger cela. Et plus précisément, là-dedans, le soutien de l'organisation, mais également le soutien hiérarchique. Alors pourquoi? Parce que j'étais à cette place pendant plus de 10 ans, 22 ans dans la protection de l'enfance et un peu moins de 10 ans comme chef de service, cadre de proximité, donc quelqu'un qui est à la fois sur le terrain et qui fait partie de l'équipe de cadre, donc qui est dans l'organisation. Je voulais également interroger l'équipe éducative sur son ressenti vis-à-vis du cadre de proximité. Ça me paraissait pertinent dans la protection de l'enfance. Alors, à partir de nos ingrédients, j'ai effectué, ouais, c'est ça, je vous retranscris deux hypothèses. Il y en avait plus, mais c'est les deux que je voudrais présenter aujourd'hui. Les liens entre la dissonance émotionnelle et l'épuisement professionnel, ça j'en ai parlé. Le soutien organisationnel perçu est-il un facteur de protection de la dissonance émotionnelle et de l'épuisement professionnel? Je continue. À partir de là, il fallait que pour vérifier mes hypothèses, que je fasse une enquête. Je voudrais 2-3 éléments sur cette enquête pour vous donner. Tout d'abord, c'est une enquête, je n'ai pas trouvé d'autres traces sur la protection de l'enfance. Je pense avoir été un des premiers à étudier l'incidence des émotions dans le travail des professionnels du CARE au sein de la protection de l'enfance. Voilà. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je n'ai pas trouvé d'ailleurs beaucoup de travaux dans le médical là-dessus. Donc, pour que ce soit valide, il a fallu que je mène cette enquête auprès d'un nombre conséquent de travailleurs sociaux. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, car beaucoup de travailleurs sociaux ont répondu. Il y a eu plus de 500 questionnaires. J'ai utilisé les réseaux sociaux, mais mon réseau personnel également. J'ai donc suivi un protocole rigoureux de recherche qui exigeait que les questionnaires soient entièrement valides. Donc, 318 travailleurs sociaux ont entièrement rempli ce questionnaire, qui avait plus d'une centaine d'items, une enquête anonyme. Qu'est-ce que l'on voit dans les résultats rapidement? C'est représentatif de la protection de l'enfance. Par exemple, au niveau des professions, ça correspond à peu près aux chiffres, hein, plus de femmes que d'hommes. Et il y a d'autres données, je ne vais pas rentrer dans le détail, l'âge moyen correspond également. Donc, on va vérifier maintenant. Donc, j'ai ce questionnaire pour que vous voyez un petit peu l'avancée de ce travail, donc environ une centaine de questions. J'ai mis des exemples des questions que j'ai utilisées
Donc, c'est pas moi qui les ai créés. C'est évidemment des échelles qui ont été reconnues par des chercheurs, car c'est seulement à partir de ces questions que l'on peut travailler sur des algorithmes qui donneront des résultats valides. Et bien sûr, j'étais encadré par des personnes autorisées à valider mon travail. Donc, je donne un petit peu d'importance par ces quelques paroles pour simplement vous dire que j'ai vérifié des choses qui partent d'un bon sens, mais qui tout de même sont valides. Par exemple, dans les questions, il y avait concernant la dissonance émotionnelle dans votre activité, à quelle fréquence devez-vous réprimer vos émotions? Les personnes devaient répondre sur une échelle de 1 à 5, et ainsi de suite. Donc là, voilà, il y a quelques exemples de questions. Ensuite, les mesures de la dissonance émotionnelle. Donc, on constate, donc elles sont élevées, hein, 2,8 sur 5, un épuisement professionnel à peu près identique, même un petit peu supérieur sur une échelle de 5. C'est important. C'est important, hein, ça veut dire que les équipes éducatives, effectivement, celles qui évoluent dans la protection de l'enfance, subissent un niveau élevé de dissonance émotionnelle et sont sujets à un risque fort d'épuisement professionnel. Voilà, j'ai vérifié cette hypothèse-là à ce moment-là. On va continuer pour vérifier la seconde hypothèse. Est-ce que le soutien de l'organisation, donc du supérieur hiérarchique, était important? On voit également que les mêmes professionnels sont sensibles au soutien que leur apporte leur organisation et leur supérieur hiérarchique. Effectivement, on pourrait se dire, mais oui, c'est évident. Néanmoins, il fallait tout de même le calculer et avoir une vision très claire. On voit par exemple, il y a plein de choses très intéressantes. Les niveaux sont à peu près les mêmes, alors qu'on parlait de professions un peu différentes. La maîtresse de maison, le surveillant de nuit, moniteur éducateur. Bon, alors, les émotions ont un impact sur l'épuisement professionnel. L'organisation a son importance quant à la vision qu'en a les professionnels sur le terrain. On peut donc conclure de ces corrélations et de mes hypothèses que plus les éducateurs sont en situation de dissonance émotionnelle et plus il y a de risques d'épuisement professionnel. C'est ce que ma modeste recherche a permis d'établir. Plus il y a de dissonance émotionnelle perçue et plus les scores d'épuisement professionnel sont importants. Et d'un autre côté, mieux l'organisation fait preuve de soutien et moins les éducateurs sont exposés à l'épuisement. Alors, de façon plus fine, faire preuve de soutien ces preuves-là vont être dans le discours et l'impression que vont avoir les éducateurs du soutien de l'organisation. C'est important parce que dans les préconisations que je fais après ou dans les discussions qu'on va avoir, il faut bien se mettre en tête que ce ne sont pas que les faits, c'est-à-dire il suffit pas d'ajouter une salle de bien-être dans un lieu et voilà, j'ai fait preuve de soutien. Non, non, dans la perception qu'a le salarié du soutien de son organisation et par extension le soutien du cadre hiérarchique, hein, supérieur hiérarchique. Voilà, je continue un petit peu. Donc, l'important dans les préconisations, je voudrais ajouter que c'est vraiment l'implication de l'organisation vers le salarié qui va être important là-dedans. C'est ce sens qui va. Alors, pour terminer quand même, dans la relation de l'éducateur, quel qu'il soit, dans une situation d'épuisement professionnel, qu'est-ce que l'on va remarquer? Des fois, là, j'entame déjà un peu les échanges, mais qu'est-ce que j'ai pu remarquer? J'ai pu remarquer que quelquefois, le professionnel, il y avait une dépersonnalisation et des fois, malgré sa bonne volonté, il se rendait plus compte peut-être de la qualité un peu détériorée de sa relation avec le jeune. Souvent, il y a plus de soucis aussi dans le travail. Il y a moins d'envie, il y a une fatigue, des phrases cultes, hein, j'en ai plein le dos. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Au niveau des préconisations pour ouvrir le débat, et c'est pas forcément, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, et c'est vraiment pour qu'on puisse en échanger. Deux axes, les espaces d'échange, le management participatif. Un espace d'échange de façon très ouverte, quelques exemples. Un moment d'échange autour des pratiques inscrits dans le fonctionnement de l'équipe. C'est-à-dire un moment où, en réunion d'équipe, bien sûr, mené, guidé par le cadre, mais un moment où, voilà, on prend vraiment un temps, il est inscrit. C'est pas, s'il nous reste 5 minutes, on parlera de comment vous vous sentez au boulot. Non, non, c'est inscrit. On va prendre un moment. Il faut bien sûr qu'il y ait des conditions pour cela. Il ne faut pas qu'il y ait de jugement.
Et prenons un moment et inscrivons-le. On n'a pas le temps. Si on a le temps, on prend le temps. Et il y aura toujours autant de soucis. Néanmoins, on aura posé un temps pour en parler. Après, on peut même en faire un axe de travail. Enfin, il y a des choses à faire avec ça. Pensez à toutes les professions. C'est quelque chose de très simple, mais est-ce que les espaces d'échange existent pour toutes les professions dans un métier du care? Pas seulement pour les acteurs de terrain, les éducateurs ou autre chose, mais est-ce que les surveillants de nuit ont un moment d'espace d'échange dans les internats et les foyers? C'est une question. Donc, toutes les professions font partie de l'acte dans un métier du care, donc elles ne sont pas à sectoriser. Alors, on pourra également en parler, mais ça peut être un échange par profession. Parce que dans une profession, il y a des choses qui peuvent se comprendre au sein même de la posture, qui n'est pas la même chose pour une autre profession. Voilà. Le management participatif, j'imagine que, voilà, sans vouloir le mettre à toutes les sauces, mais il y a plein de choses à faire hein, dans la décision d'institution, la reconnaissance des acteurs de terrain, les actions de soutien organisationnel et l'écoute active, le fait de travailler cela. C'est moi ce que j'ai beaucoup retenu dans ma recherche sur les émotions, c'est effectivement d'apprendre parce que on a tous une capacité d'écoute, mais après de la raisonner, un peu professionnaliser pour en faire véritablement un outil. Et l'écoute active, moi, m'a apporté là-dessus. Et puis, un climat émotionnel positif parce que de toute façon, on ne peut pas que évoluer, même si on s'y applique dans un climat qui n'est fait que de tension. Voilà. Alors, je crois que j'ai fini. Ouais, voilà, j'avais noté une petite phrase pour ouvrir le débat. Dans le contexte d'évolution du travail social, la prise en compte de la qualité de vie au travail ne peut se résumer à une simple posture. C'est ça. Elle doit être considérée comme un engagement, une nouvelle approche du travail. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, il ne faut pas s'engager dans une démarche de QVT uniquement par des actes, des choses programmées, des stages, des formations, en se disant que voilà, des choses ont été faites. Mais si, regardez, dans notre plan d'action, il y a ceci et cela. On doit véritablement se conscientiser à cela comme une façon d'être et un mode de vie professionnel, quoi. C'est une fin, c'est-à-dire qu'il faut tendre vers cela, ne pas se dire qu'il suffit d'appliquer et d'avoir un résultat. Il faut aller vers. Voilà, c'est un petit peu vers quoi je vous invite à échanger et puis de revenir sur ce quart d'heure. Mais bon, il y avait un problème technique, sinon, Monsieur Beaumoron, j'aurais bien respecté le quart d'heure. Et revenons sur s'il y avait des choses pas très claires, des définitions ou autres. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Nicolas Sclaric, pour cet exposé très intéressant sur la question de la dissonance émotionnelle et de l'épuisement qui est risqué après. Nous allons maintenant passer à la question, à la partie questions-réponses.